Bonjour Emmanuel Ratier. Bonjour. Avant de parler de la décision du Conseil d'État et de l'avenir de la liberté d'expression en France, pouvez-vous nous dire qui veut la peau de Dieudonné et pourquoi? Alors, Dieudonné a eu des périodes où il a eu des gros problèmes. On a l'impression de l'avoir déjà un peu oublié. Je pense que c'était il y a une dizaine d'années. Il a totalement été interdit de télévision. Il ne pouvait pas se produire dans aucun spectacle en France, etc. Il avait, à l'époque, c'était essentiellement les organisations communautaires juives qui demandaient l'interdiction, à commencer par le CRIF, etc., pour ses prises de position antisionistes, notamment à la suite de son sketch où il s'était... il y a eu deux sketchs, où il s'était déguisé en rabbin, et puis il y avait l'épisode avec Ariel Sharon, si mes souvenirs sont bons. Par la suite, en fait, Dieudonné a effectué une percée extraordinaire sur Internet, avec des gens... ces vidéos sont regardées par plusieurs millions de personnes. Et donc, il a réussi à s'extraire du système, cette espèce de triangle infernal qui est journalisme, enfin les journalistes, enfin la télévision, la distribution, les salles de spectacle. Il a réussi à tout squeezer de manière à pouvoir en fait s'autoproduire, produire ses propres spectacles dans son théâtre et percer par le biais d'Internet, en fait beaucoup par la vente par correspondance, mais aussi par le fait qu'il vendait tellement qu'il s'est retrouvé en tête de gondole dans les principaux hypermarchés de France. Bon. Et ça, il y a eu une espèce de boule de neige que en tout cas moi j'ai vu, mais que d'autres ont vu monter évidemment, dans les 6 derniers mois, peut-être par l'intermédiaire du phénomène de la quenelle, qui ont fait que il y a eu une espèce de popularisation très rapide par le biais, même pas de vecteur d'opinion, mais pour vous donner un exemple, n'importe qui travaille dans une entreprise dit à ses copains, viens regarder cet ordinateur, c'est formidable. Et ensuite, il y a... les autres personnes vont le montrer à leur famille, les enfants vont le montrer à leurs camarades de classe, etc. Il y a eu une diffusion très très rapide, diffusion non contrôlée par le pouvoir en place. Donc, plusieurs mois après la création du sketch, du spectacle Mur, parmi les premiers à être montés au créneau, on peut dire que c'est le CRIF, effectivement, avec Roger Kuckerman, qui a, semble-t-il, inventé cette espèce d'expression de salut nazi inversé pour la quenelle, ce qui veut strictement rien dire, alors que d'évidence, la quenelle est un geste obscène qui rappelle le bras d'honneur en nettement plus vulgaire, mais un côté assez quand même comique et amusant, ce qui fait que c'est devenu une expression pratiquement, s'il n'y avait pas de problème, ça pourrait rentrer dans le Robert 2014, parce que c'est un mot à la mode. On fait une quenelle. On l'a bien vu, les gens adorent se faire prendre en photo sur Facebook avec des vedettes, avec des présentateurs de télévision, avec des hommes politiques, même Manuel Valls, le présentateur du petit journal de Canal+, mais il y en a eu beaucoup d'autres, des artistes, des sportifs, etc. Et après, on voit, sur les sites d'égalité et réconciliation ou dans la diodosphère, tous les pompiers, les policiers, les infirmiers, enfin toute une série de populations qui a priori sont pas politisées. Bon. Et puis il y a eu quelques mises en forme, je dirais, plus politiques, quand ça s'est retrouvé devant quelques établissements juifs ou synagogues, ce genre de choses, mais c'est un phénomène ultra minoritaire. Et c'est évidemment pas un geste antisémite en tant que tel, c'est un geste de ras-le-bol général, et je pense que les gens qui le disent ont raison. Bon, il se trouve qu'il y a une instrumentalisation de ce phénomène, parce qu'en même temps, il y avait dans les spectacles de Dieudonné, c'est nettement antisioniste, donc il fallait qu'il se taise. Donc le CRIF est monté au créneau en montant cette invention, mais depuis on en a eu d'autres. Par exemple, vous avez Meyer Habib, le député des Français de l'étranger, mais en fait les élus des Français d'Israël, puisqu'ils ont la majorité, dans lequel il explique que la quenelle est le nouveau salut nazi, ce qui est,
C'est-à-dire comme l'avait fait finement montrer Gollnisch au Conseil régional Rhône-Rhône, s'il mettait sa main droite en l'air, sa main gauche derrière, etc., il y a un gars qui dirait oui, c'est un salut nazi inversé ou en diagonale. En ce qui concerne le salut de la quenelle, présenté à tort, mais France 2 va consacrer à ce sujet extrêmement important, crucial, sur lequel s'exprimait hier dans le Figaro, dans les colonnes du Figaro, M. Kuckerman, président du CRIF, c'est-à-dire c'est une autorité morale en la matière, faussement présenté comme un salut nazi. J'ai l'impression que si je faisais ça, comme ça, ce serait aussi un salut nazi. Bon, eh bien, je précise simplement, pour que les choses soient claires, que le salut de la quenelle est une parodie aimable et édulcorée de bras d'honneur fait à l'égard des puissances de l'établissement, et ainsi que d'ailleurs du présenté armes. Mais comme beaucoup de nos collègues n'ont pas suffisamment d'éducation militaire, ils ne connaissent pas ce détail. Nous savons au Front National qu'il est des détails d'une extrême importance. Merci. Enfin, c'est absolument n'importe quoi cette histoire. Bon. Et puis vous avez eu en même temps, on le sait maintenant, Jean-François Copé qui est monté au créneau assez tôt en disant à Manuel Valls que l'UMP le soutiendrait. Dans son bras de fer avec Dieudonné, Manuel Valls peut compter sur le soutien indéfectible du président de la République, François Hollande, qui s'est exprimé depuis Riyad hier, mais aussi, et c'est plus rare, sur celui de Jean-François Copé. Le patron de l'UMP a été l'un des premiers à défendre la position du ministre de l'Intérieur. Et je crois qu'il y en a assez de ce silence convenu face au militantisme très choquant de Dieudonné, qui régulièrement, à travers ses spectacles, et les reportages à la télévision récents l'ont montré, tient des propos absolument scandaleux qui doivent être condamnés. Je considère que dans cette affaire, ça n'est pas une question de droite-gauche, c'est une question de valeur de la République. Et à ce moment-là, Manuel Valls, qui se donne une posture qui a besoin de faire oublier ses prises de position entre guillemets fermes, enfin, sur l'affaire Leonarda, sur des expulsions d'immigrés, etc. Mais je dis bien entre guillemets en parole. Bon, on l'avait traité ensemble déjà. Ouais, voilà. Donc en réalité, Manuel Valls se donne une espèce de brevet de civisme, tout en rappelant qu'il est éternellement lié à Israël de manière éternelle par sa femme. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Ce qui ne veut également rien dire. Parce que Manuel Valls, il a une caractéristique, c'est qu'il est espagnol de naissance, il a été naturalisé français tardivement. Je crois que ses parents sont restés espagnols, son peintre est un peintre espagnol. Donc si Manuel Valls est lié de façon éternelle à quelque chose, il est lié par ses ancêtres propres, il est lié à l'Espagne, il est lié ni à la France ni à Israël. Je sais pas pourquoi les gens lui font il parle jamais de l'Espagne, il n'y a pas de honte à ça. Bon, en fait, en plus, je crois que sa mère est d'origine plus ou moins suisse. Donc, s'il est lié de manière éternelle, c'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Donc c'est soit l'Espagne, soit la Suisse, quoi. Bon. Bon. Donc, il fallait Dieudonné gêner, il y en a d'autres. On a vu la dernière couverture du Nouvel Observateur, où vous avez Dieudonné, Alain Soral, les Zemmour. Bon. Et on se demande qui vont mettre dans le même paquet. Donc vous avez eu une espèce d'hystérie et déchaînement médiatique, avec par exemple Philippe Tesson qui explique qu'il faut qu'il y ait un peloton d'exécution pour fusiller Dieudonné, parce qu'il mérite 8 balles dans la peau, quoi. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Je peux aller jusque-là. En clair, pour Dieudonné, 4 murs, c'est 3 taux de trop. Il faut un mur pour le flinguer, quoi. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que le mur, c'était son précédent spectacle. Bon. Donc, on a une espèce de... C'est des réactions émotionnelles, sans doute intéressées, mais qui reposent sur aucune analyse rationnelle. En fait, parce que Dieudonné, c'est très très gênant, fait passer un certain nombre d'idées, parce que quand même son spectacle est politique, par le rire. Bon. Et le rire, c'est quelque chose qui désarme, et il n'y a pas du tout de démonstration. On emporte
on arrive à convaincre les gens sans le démontrer. Et le rire est un moyen extraordinaire d'emporter la conviction des gens sans avoir rien à convaincre. Et c'est ce que fait Dieudonné, parce que Dieudonné est un humoriste, un artiste, bon, et beaucoup de gens considèrent que c'est le plus grand comique français. Donc il fallait absolument le faire taire. Et donc, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises, je pense, dont on va parler maintenant. Justement, que pensez-vous de la façon dont s'est déroulée l'affaire Dieudonné en termes judiciaires, c'est-à-dire la fameuse journée du 10 janvier? Alors, j'ai regardé, c'est un épisode qui ne s'est jamais passé dans l'histoire du Conseil d'État. Bon. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui donne des instructions au préfet pour faire interdire les différents spectacles de Dieudonné. Mais le tribunal administratif de Nantes, qui s'appuie sur une longue jurisprudence, décide que Dieudonné peut présenter son spectacle. Ce qu'on appelle un référé au Conseil d'État, qui est extrêmement rare, normalement c'est au minimum 48 heures. Là, ça s'est passé en 5 heures. Bon. La décision a été prise par le président de la section du contentieux, donc une seule personne, Bernard Stirn, bon, qui a quand même... C'est toute une espèce de... Même si c'est pas senti impliqué dedans, je ne sais pas, mais c'est tout un symbole, si vous voulez. Moi, ça m'a rappelé Charles Maurras, quand il est condamné par la Cour de sûreté, par la Cour de justice, au moment de l'épuration. Au moment où il est condamné, c'est un personnage extraordinaire, écrivain, homme politique, enfin, fin analyste, grand poète, etc., qui est sourd, qui est très âgé, etc., dit c'est la revanche de Dreyfus. Donc, ça se produit 50 ans après l'affaire Dreyfus. Parce qu'il faut préciser que... Oui, et donc ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Bernard Stirn, qui est l'arrière-petit-neveu d'Alfred Dreyfus, donc ce qu'on appelait l'affaire Dreyfus, est la personne qui prend un arrêté d'interdiction pour un spectacle à propos d'un antisémitisme supposé et d'un antisionisme avoué, parce qu'il n'est pas encore condamné par la justice. Bon. Donc il y a quand même déjà il y a une dimension symbolique tout à fait étonnante, et on pourrait dire d'une certaine manière que dans une république laïque, il y a un avocat qui a été radié du barreau parce qu'il avait dit à propos d'un juge qui demandait que le juge soit dessaisi dans une affaire, je ne me souviens pas, à Lyon. Il avait demandé, comme le juge était d'origine juive, il avait demandé qu'il soit dessaisi. Bon. Mais effectivement, on peut considérer que quelqu'un qui a des convictions religieuses, etc., ces convictions religieuses peuvent le conduire, je ne dis pas que ça soit la réalité avec M. Stirn, mais peuvent l'amener à prendre des positions, ça s'est vu à de nombreuses reprises. Bon. Il y avait par exemple des médecins catholiques, il y en a d'ailleurs une grande majorité, qui refusent de pratiquer des avortements. Bon. Et là, il y a un droit il y a une espèce de droit moral de refuser certains actes. Bon. Donc il y a déjà cet élément-là. Bon. Mais surtout, c'est qu'il a pris sa décision en moins d'1 heure, en s'appuyant sur une jurisprudence absolument délirante, puisqu'il s'est appuyé sur 2 affaires. Il s'est appuyé sur la jurisprudence qui est dite Benjamin. Ça remonte à 1937. René Benjamin était un écrivain d'Action française. Et j'ai retrouvé cette affaire qui avait entraîné le procès. En fait, il était très anticommuniste. Et donc, il s'était mis à dos... la CGT avait l'habitude de manifester contre lui. Bon. Et c'était absolument pas... C'était un très grand conférencier, et c'était absolument pas quelque chose de politique, puisque sa conférence portait sur Courteline et Sacha Guitry. Bon. Ah oui, et la CGT, et ainsi que des syndicats d'instituteurs, avaient décidé, parce que Benjamin était très critique vis-à-vis de l'éducation nationale, et donc les instituteurs en général avaient tendance à chahuter ces manifestations. Donc on s'appuie sur un épisode remontant à 1937 pour une conférence littéraire. Et puis le deuxième élément, on s'appuie sur la fameuse histoire du lâcher de nain,
qui se produisait, je crois, dans une espèce de lieu, enfin de boîte de nuit en Alsace ou en Lorraine, où les spectateurs, moyennant finance, pouvaient jeter un nain en longueur. Le nain était protégé, il avait un casque, etc. Et le nain lui-même a protesté en disant moi je suis volontaire parce que moi ça me rapporte de l'argent et personne ne m'a jamais aidé. Bon. Donc on s'appuie sur deux trucs qui sont complètement... Enfin, il y en a un qui n'a aucun rapport et l'autre qui est totalement marginal. Bon, ce qui n'a pas empêché... Certains journalistes ont cru que Dieudonné faisait des ce qui est absolument incroyable, c'est que les journalistes sont incapables de le lire. Et donc il y a une journaliste de Français de Nain qui a dit qu'à l'occasion, dans certains de ses spectacles, Dieudonné pratiquait le lâcher de main. Il y a toutes les pistes sont explorées. Par exemple, on sait que Dieudonné, de temps en temps, utilise des lancements de nains dans son spectacle. Là aussi, il y a eu... la justice a tenté de faire interdire ce genre de pratique. On tombe dans le délire, il n'y a pas eu de rectificatif, etc. C'est comme quand vous avez Philippe Tessier, ancien directeur du Quotidien de Paris, qui dit il faut fusiller. Ça se fait en présence d'Aurélie Filippetti, ça se fait en présence de toute une série de personnes. Je me souviens plus exactement les gens. Il n'y en a pas un qui proteste, l'animateur ne proteste pas alors que c'est un appel au meurtre. Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures. Bon. Ce qui est très grave en l'affaire, pour résumer, c'est que c'est la fin pour moi de la liberté d'expression, même si elle est limitée par un certain nombre de lois, essentiellement les lois pro-immigrés et antiracistes, qui sont les lois Pleven, Fabius-Guessot, ce genre de lois qui ont été votées depuis. Bon. Mais on rétablit quelque chose qui existait exclusivement sous l'Empire, à l'époque de Napoléon III, pour être très clair. On rétablit, mais c'est quand même, on rétablit la censure préalable. C'est-à-dire qu'on décide que quelqu'un ne peut pas présenter un spectacle parce qu'il pourrait être diffamatoire ou antisémite ou n'importe quoi, alors même que le spectacle n'a pas eu lieu. C'est pas parce que le spectacle s'est déjà produit avant. On sait très bien que Dieudonné fait du one-man show et beaucoup d'interprétation et que son texte n'est jamais le même. Il varie, il incarne différents personnages en fonction de ses humeurs. Bon. Donc on juge a priori, on décide d'interdire un spectacle sans même savoir ce que la personne va dire. C'est absolument unique, donc il y a quand même un certain nombre de juristes qui s'en inquiètent et je pense que il va y avoir d'assez nombreux articles dans les revues de droit, parce que c'est un point fondamental. Bon, il faut quand même noter que la Ligue des droits de l'homme elle-même a protesté, ou que quelqu'un, par exemple, comme Jacques Lang, a dit que c'était très grave, et que, en dehors des idées qu'on pouvait avoir sur Dieudonné, c'était une véritable atteinte au droit d'expression. Bon, et donc là, ça va très loin, parce que pratiquement, avec cette jurisprudence, si le Conseil d'État fait, l'arrêt du Conseil d'État fait jurisprudence, on pourra interdire a priori n'importe quelle réunion. Et je dirais qu'on l'a un peu vu avec la dernière réunion d'Alain Soral à Nice, bon, où le maire, bon, et la jurisprudence faisait qu'en général, après, au minimum, on portait plainte et que le tribunal administratif donnait raison en disant le maire n'avait pas à interdire cette réunion, interdire l'entrée de la salle de réunion, et il y avait quand même des dommages et intérêts qui étaient donnés. Aujourd'hui, il sera plus possible de porter plainte contre un abus de pouvoir du maire ou d'un préfet, parce que l'arrêt du Conseil d'État fait jurisprudence. Donc on pourrait dire véritablement qu'on est rentré, tous les éléments sont réunis pour en fait des pratiques dictatoriales. Je ne vais pas dire qu'on est rentré en dictature, etc., mais ça peut être utilisé d'une manière automatique pour interdire pratiquement n'importe quelle réunion. C'est-à-dire qu'une réunion du Front National, mais même une réunion de l'UMP pourrait être interdite parce qu'on considère qu'ils peuvent se dire des choses alors que ces choses-là n'ont pas été dites. Voilà. C'est très simple. Donc c'est une monstruosité juridique. Et ce qui est complètement fou, c'est que Le Monde n'a pas protesté, Le Figaro n'a pas protesté, Libération n'a pas protesté, etc. Aucun journal, on a l'impression, n'a pris la mesure de l'importance de cette décision. Est-ce que vous pensez que Dieudonné est là
porte d'entrée finalement vers la censure Internet aussi? Alors, on a bien vu que Manuel Valls a annoncé son intention de faire interdire les vidéos de Dieudonné sur Internet. Bon. Donc en fait, c'est essentiellement Dailymotion et YouTube, quoi. Bon. Ça s'est déjà fait pour un certain nombre de gens dont les vidéos sont interdites. C'est extrêmement facile à réaliser. Oui, c'est très très facile à réaliser. Donc la seule chose qui est possible, enfin c'est toujours envisageable, mais c'est assez complexe, c'est de se positionner en dehors, de mettre ces vidéos sur un site qui se trouve à l'étranger, où il y a encore une liberté d'expression qui existe, et supposer que Fleur Pellerin, donc qui est la ministre des nouvelles technologies, entre autres, ne demandera pas aux principaux fournisseurs d'accès d'interdire l'accès à ce type de vidéos qui, par exemple, pourrait se trouver en Russie, par exemple. Et il est évident qu'on va vers une surveillance encore plus accrue d'Internet, qui s'est beaucoup accentuée ces dernières années, et au sens large. On l'a vu avec les poursuites sur Twitter, pour les commentaires qui sont faits sur des sites, alors que c'est pas le site lui-même, mais le modérateur n'a pas suffisamment agi, même si les commentaires sont ensuite retirés, etc. On va vers une judiciarisation accélérée d'Internet. Oui, c'est évident. L'État, par essence, quel qu'il soit, a une tendance à vouloir contrôler les espaces de liberté. Donc, c'est évidemment ce qui va se produire. Manuel Ratier, merci beaucoup. Bonjour Emmanuel Ratier. Bonjour. Avant de parler de la décision du Conseil d'État et de l'avenir de la liberté d'expression en France, pouvez-vous nous dire qui veut la peau de Dieudonné et pourquoi? Alors, Dieudonné a eu des périodes où il a eu des gros problèmes, on a l'impression de l'avoir déjà un peu oublié. Je pense que c'était il y a une dizaine d'années, il a totalement été interdit de télévision, il ne pouvait pas se produire dans aucun spectacle en France, etc. Il avait, à l'époque, c'était essentiellement les organisations communautaires juives qui demandaient l'interdiction, à commencer par le CRIF, etc., pour ses prises de position antisionistes, notamment à la suite de son sketch où il y a eu 2 sketchs, où il s'était déguisé en rabbin, et puis il y avait l'épisode avec Ariel Sharon, si mes souvenirs sont bons. Bon. Par la suite, en fait, Dieudonné a effectué une percée extraordinaire sur Internet, avec des gens... Ces vidéos sont regardées par plusieurs millions de personnes. Et donc, il a réussi à s'extraire du système, cette espèce de triangle infernal qui est journalisme, les journalistes, la télévision, la distribution, les salles de spectacle. Il a réussi à tout squeezer de manière à pouvoir, en fait, s'autoproduire, produire ses propres spectacles dans son théâtre et percer par le biais d'Internet, en fait, beaucoup par la vente par correspondance, mais aussi par le fait qu'il vendait tellement qu'il s'est retrouvé en tête de gondole dans les principaux hypermarchés de France. Bon. Et ça, il y a eu une espèce de boule de neige que en tout cas moi j'ai vu, mais que d'autres ont vu monter évidemment, dans les 6 derniers mois, peut-être par l'intermédiaire du phénomène de la quenelle, qui ont fait que il y a eu une espèce de popularisation très rapide par le biais, même pas de vecteur d'opinion, mais pour vous donner un exemple, n'importe qui travaille dans une entreprise dit à ses copains, viens, regardez cet ordinateur, c'est formidable. Et ensuite, les autres personnes vont le montrer à leur famille, les enfants vont le montrer à leurs camarades de classe, etc. Il y a eu une diffusion très très rapide, diffusion non contrôlée par le pouvoir en place. Donc, plusieurs mois après la création du sketch, du spectacle Mur, parmi les premiers à être montés au créneau, on peut dire que c'est le CRIF, effectivement, avec Roger Kuckerman,
qui a, semble-t-il, inventé cette espèce d'expression de salut nazi inversé pour la quenelle, ce qui veut strictement rien dire, alors que d'évidence, la quenelle est un geste obscène qui rappelle le bras d'honneur en nettement plus vulgaire, mais un côté assez quand même comique et amusant, ce qui fait que c'est devenu une expression pratiquement, bon, s'il n'y avait pas de problème, ça pourrait rentrer dans le Robert 2014, parce que c'est un mot à la mode. On fait une quenelle. Bon, on l'a bien vu, les gens adorent se faire prendre en photo sur Facebook avec des vedettes, avec des présentateurs de télévision, avec des hommes politiques, même Manuel Valls, le présentateur du petit journal de Canal+, mais il y en a eu beaucoup d'autres, des artistes, des sportifs, etc. Et après, on voit, bon, sur les sites d'égalité réconciliation ou dans la diodosphère, tous les pompiers, les policiers, les infirmiers, enfin toute une série de populations qui a priori sont pas politisées. Bon. Et puis il y a eu quelques mises en forme, je dirais, plus politiques, quand ça s'est retrouvé devant quelques établissements juifs ou synagogues, ce genre de choses, mais c'est un phénomène ultra minoritaire. Et c'est évidemment pas un geste antisémite en tant que tel, c'est un geste de ras-le-bol général, et je pense que les gens qui le disent ont raison. Bon, il se trouve qu'il y a eu une instrumentalisation de ce phénomène, parce qu'en même temps, il y avait dans les spectacles de Dieudonné, bon, c'est nettement antisioniste, donc il fallait qu'ils se taisent. Donc le CRIF est monté au créneau en montant cette invention, mais depuis on en a eu d'autres. Bon, par exemple, vous avez Meyer Habib, le député des Français de l'étranger, mais qu'en fait les élus des Français d'Israël, puisqu'ils ont la majorité, dans lequel il explique que la quenelle est le nouveau salut nazi, ce qui est, enfin, c'est-à-dire comme l'avait fait finement montrer Gollnisch au Conseil régional Rhône-Ralph, s'il mettait sa main droite en l'air, sa main gauche derrière, etc., il y a un gars qui dirait oui, c'est un salut nazi inversé ou en diagonale. En ce qui concerne le salut de la quenelle, présenté à tort, mais France 2 va consacrer à ce sujet extrêmement important, crucial, sur lequel s'exprimait hier dans le Figaro, dans les colonnes du Figaro, M. Kuckerman, président du CRIF, c'est-à-dire c'est une autorité morale en la matière, faussement présenté comme un salut nazi. J'ai l'impression que si je faisais ça, comme ça, ce serait aussi un salut nazi. Bon, eh bien, je précise simplement, pour que les choses soient claires, que le salut de la quenelle est une parodie aimable et édulcorée de bras d'honneur fait à l'égard des puissances de l'établissement, et ainsi que d'ailleurs du présenté armes. Mais comme beaucoup de nos collègues n'ont pas suffisamment d'éducation militaire, ils ne connaissent pas ce détail. Nous savons au Front National qu'il est des détails d'une extrême importance. Merci. Enfin, c'est absolument n'importe quoi cette histoire. Bon. Et puis vous avez eu en même temps, on le sait maintenant, Jean-François Copé qui est monté au créneau assez tôt en disant à Manuel Valls que l'UMP le soutiendrait. Dans son bras de fer avec Dieudonné,